Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Parentalité, on en parle. Je suis Cécile Simoneau, consultante en parentalité, coach en développement personnel et je vous accueille ici pendant une petite heure pour aborder les sujets autour de la parentalité. Aujourd'hui, une question relativement taboue dans les familles, les vacances des parents. C'est à quel moment? Après 2 mois de vacances scolaires, c'est la rentrée enfin et les parents reprennent aussi la plupart du temps le chemin du travail. Et pour beaucoup, il y a une sensation un peu de frustration et de dire « mais nos vacances à nous, quand est-ce que ça se passe ?» Pour répondre à cela, j'ai préparé une invitée de choc, Elisa Béliard, collaboratrice de longue date et professionnelle multicompétences. Elisa, je te laisse un peu te présenter parce que tu as tellement de casquettes que autant que ce soit toi qui le fasses. Tout à fait. Bien, écoutez, je suis praticienne en santé naturelle avant tout. Je travaille beaucoup avec les familles, donc depuis les bébés jusqu'aux grands-parents en fait, pour les aider à apprivoiser leur bien-être. Parce que à la base, il y a beaucoup de stress, que ce soit dans la famille, qu'on ait des enfants ou pas. Il y a toujours du stress, il y a toujours un mal-être et le but c'est d'aller trouver les petites astuces, les petites choses qui nous font du bien à nous. Et ce qui nous fait du bien à nous, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Donc, il a fallu que je développe pas mal de petites choses pour faire du bien aux autres. Ça passe par quoi alors, ces autres petites choses? Parce que bon, praticienne en santé naturelle, tout le monde va à peu près penser, c'est des massages, c'est directement contact du corps. Mais après, moi je sais que tu as plein d'autres compétences, donc est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qu'est-ce que sont ces autres outils pour faire du bien à toute la famille justement? Oui, donc tu as raison. En fait, à la base, on parle toujours de massage. Le massage fait du bien, c'est une chose, mais tout le monde n'a pas envie d'être touché, d'être massé. C'est pas forcément évident, et puis c'est pas forcément la manière dont on peut utiliser pour se détendre. On peut passer par la relaxation, on peut passer par le sport. Alors j'ai développé une pratique d'art aérien où on travaille justement à travers la proprioception, à travers les équilibres, à travers un petit peu le monde de l'enfance parce qu'on met pas mal la tête en bas, on bouge, on rigole, on va les déstresser un petit peu tout le monde. D'accord, super. On va découvrir un peu plus précisément donc tes activités au fil de l'émission. Là pour l'instant, j'ai envie un peu qu'on aborde tout de suite le vif du sujet, donc comment, en tant que parent, on peut se ressourcer malgré le travail, malgré le quotidien à gérer, malgré les enfants, émotionnellement, logistiquement? Comment on fait ça? Ça part de quoi, ce bien-être justement d'un parent? Quelles sont les bases? Alors, je suis bien placée pour te répondre puisque je suis maman entrepreneuse. J'ai 2 grands-enfants que j'ai élevés depuis que... j'ai été entrepreneuse depuis que mon fils a 3 ans, donc ça fait déjà pas mal de temps. Le stress de gérer les enfants au quotidien et de ne pas être en vacances tout le temps, puisqu'en tant qu'auto-entrepreneur, c'est compliqué. On a à gérer pas mal de choses. Il faut prendre du temps. Il faut s'obliger à s'organiser, à mettre un planning en place, à donner de l'autonomie aux enfants, faire le plus possible de tâches à la maison pour que ce soit plus léger. Donc, se donner des rendez-vous avec soi-même. C'est ça, se prendre rendez-vous avec soi-même. Oui, dans votre agenda, rendez-vous avec moi, même si vous ne faites rien, même si juste vous êtes sur votre canapé pendant ce temps-là, mais vous ne faites rien d'exceptionnel, ce temps-là, il est pour vous et il n'y a pas à culpabiliser de le prendre. Souvent, moi, en tant que consultante en parentalité, je suis au contact de parents qui me disent « oui, mais quand je prends du temps pour moi, je culpabilise ». Mais moi, j'ai envie de vous dire... Tant que vous le culpabilisez de prendre du temps pour vous, c'est que vous n'en prenez pas assez. C'est ça, et puis la société est faite comme ça. Une maman, alors on a un petit peu quelque chose... certains vont grincer des dents en entendant ça, mais la maman, c'est celle qui s'occupe du foyer, qui gère les enfants, et c'est toujours ancré, notamment chez nous-mêmes. En tant que femme, on a cet ancrage de je dois absolument m'occuper de mes enfants pour être une mère parfaite et je dois être parfaite. Et en fait, être parfait, c'est pas vivre en fait, tout simplement, parce que les enfants ont besoin de petits couacs pour pouvoir justement se prendre en charge, se prendre en main, et puis voir que ça fonctionne toujours pas correctement. Il faut laisser aller, il faut lâcher prise, il faut accepter d'être qui on est vraiment. Alors, ce que tu dis, c'est important. On a tendance à viser la perfection, mais être parfait, entre guillemets, lisse, ce n'est pas être heureux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on est d'accord. C'est un jeu qu'on joue quand
On a toujours l'impression que chez les autres, c'est parfait. Alors, je vais vous dire quelque chose, c'est faux. Chez personne. Chez personne. Chez moi non plus, pendant que je suis consultante en parentalité depuis des années. Mais non, ce n'est pas parfait. Oui, il m'arrive de crier sur mes enfants. Oui, j'en ai envie de passer par la fenêtre. Je suis au rez-de-chaussée, mais quand même, ça serait pas terrible. Mais oui, non, ça n'existe pas, les parents parfaits. Et c'est pas ça qui rend heureux, en fait. Surtout. C'est pas ça qui va vous rendre heureux. C'est, comme elle dit, justement, d'être authentique. C'est pas pour ça qu'on peut pas s'améliorer, c'est pas pour ça qu'on peut pas être bienveillant, mais c'est aussi de dire, bah là, j'ai dépassé mes limites, et j'ai fait des choses, ou j'ai dit des choses que je regrette, comment je peux faire pour réparer, et puis ça montre aussi à l'enfant que quand lui aussi dépasse les limites, comment faire pour revenir vers l'autre, comment faire pour réparer justement cette relation qu'il a pu abîmer. Et c'est en nous montrant, nous, l'exemple, qu'eux, ils vont pouvoir apprendre ça. Sinon, on va être dans des apparences. Ils peuvent mener à du mensonge aussi, hein, parce que c'est ça, hein. Le mensonge, ce n'est rien d'autre qu'une fuite pour pas affronter la réaction des autres face à notre comportement, à nos actions. On sait qu'on regrette pourtant. C'est ça, le but principal, effectivement, c'est de pas jouer un jeu. Parce que quand on fait comprendre à son enfant que c'est bon, on gère tout va bien, je suis pas stressée, je suis bien, je suis OK, alors qu'en fait, à l'intérieur, on n'est pas bien du tout. Mais en fait, l'enfant, lui, c'est une éponge. Il va ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur. Verbal, ouais. Et puis, avec le corps, il va être excité. Ça va être une tornade, en fait, tout simplement. Ou au contraire, un enfant qui va être complètement très effacé, ouais, qui va s'effacer le plus possible pour essayer de pas déranger, voilà. Donc, ça va créer des problématiques. Donc, juste simplement dire à son enfant, écoute, j'ai passé une journée assez intense. J'ai besoin de 10 minutes, 20 minutes, 1 heure pour être moi-même, pour être la maman que tu as envie d'être. Et c'est humain, en fait. Et l'enfant, à partir du moment où il entend régulièrement ça, il sait que ça, c'est le moment que maman a choisi pour être bien. Après, elle sera disponible. Donc ça, c'est très, très important. Et pour moi, ça fait partie des petites vacances. Alors, tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, si votre enfant n'est pas assez grand ou pas assez mature émotionnellement pour vous laisser ce moment-là, parce que lui aussi est en décharge émotionnelle, ou parce que c'est un enfant très intense, petit clin d'œil à mon fils chéri, il y a aussi la possibilité de prendre ce moment-là avant de rencontrer l'enfant. Donc, soit le laisser à la garderie, soit de faire récupérer par les grands-parents, ou en fait, de vous accorder une soupape de 30 minutes entre votre temps de travail et le temps où vous allez retrouver votre enfant. Parce que si lui n'est pas capable de vous le laisser, à vous de vous organiser pour quand même l'avoir. Et c'est tout sauf égoïste. Parce que quand vous êtes bien, et que vous arrivez, que vous accueillez tout le monde avec sérénité, avec l'empathie qu'ils ont besoin, avec la patience nécessaire quand on est parent, la créativité, etc., on fait du bien à tout le monde. Alors que pour une demi-heure de plus, si on arrive et qu'on est en colère, et qu'on a faim, et qu'on a sommeil, et qu'on a tous... Et en fait, nos besoins vont être en concurrence, c'est là que les conflits vont éclater, qu'on va être dans la violence verbale, parfois malheureusement physique aussi, parce qu'on ne se contrôle plus, et qu'on va regretter qu'on va être le parent qu'on n'a pas envie d'être. C'est vraiment important de faire cette distinguo entre la qualité du temps qu'on passe avec les enfants et la quantité. Miser sur des temps de qualité plutôt que de la quantité. Parce que on a tous des besoins et les conflits les éclatent quand les besoins de l'un sont en concurrence avec les besoins de l'autre. Tout simplement. Donc, occupez-vous de vos besoins et ainsi vous pourrez accueillir ceux de vos enfants le plus possible, on va dire. Sachant qu'il y a des enfants qui ont des besoins très intenses, donc pas possible forcément tout le temps, mais en tout cas beaucoup plus que quand vos besoins ne sont pas respectés. C'est vrai que c'est facile à dire quand on a un enfant qui est assez calme. Quand on a un enfant qui est hyperactif, qui a des problèmes de concentration, qui bouge beaucoup, qui a tout simplement quelquefois seulement beaucoup d'énergie. Des troubles de l'opposition aussi qui sont très difficiles à gérer. Voilà, tout à fait. Des conflits dans la maison. Il faut encore plus s'occuper de son bien-être parce qu'on peut pas gérer un conflit, on peut pas gérer un enfant torpille, un enfant tornade quand nous-mêmes à l'intérieur on n'est pas bien. Donc il va falloir prendre un temps dans un planning, se dire voilà, le lundi par exemple, les enfants finissent normalement à 16h, je vais les laisser jusqu'à 17h chez la voisine ou à la garderie. Et puis pendant cette heure-là, je vais aller manger une glace, je vais aller courir un peu, je vais aller faire quelque chose que pour moi. Exactement. Et ça, c'est très important parce que l'équilibre émotionnel du parent qui s'occupe de l'enfant derrière est très important. Bien sûr. Alors en plus, ce que tu dis, c'est vrai, ça devrait être la norme d'ailleurs.
Et souvent, on a l'impression qu'on ne fait jamais assez parce qu'on socialement, on se sent poussé par des images de perfection que peuvent envoyer les réseaux sociaux ou autres. Mais en fait, cette perfection n'existe pas. Et à vous de dire quels sont mes besoins, quels sont les besoins de mon foyer et de se libérer de ce qui se passe chez les autres. Parce que dans les réseaux sociaux, vous voyez 1 seconde de ce qui se passe dans la vie. Tout n'est pas fait, tout le monde est habillé. Et puis 30 secondes avant, tout le monde se tapait dessus. 30 secondes après, la photo, tout le monde est en train de s'arracher le t-shirt. Le bazar, il est derrière la caméra, etc. Donc non, n'essayons pas. C'est pas une course à la perfection. C'est pas une course aux meilleurs parents. C'est juste, s'il devait y avoir une course, ça serait la course au plus heureux, à la limite. De dire, voilà, je m'occupe de moi et c'est OK de se prendre soin de soi. Et ensuite, je m'occupe d'eux parce que oui, en tant que parent, bien sûr, on doit s'occuper de nos enfants émotionnellement, logistiquement. Mais pour ça, pour le faire le plus longtemps possible, vous êtes votre priorité, quoi. Donc, tant que vous culpabilisez de prendre soin de vous, c'est que vous ne le faites pas assez. Donc, un rendez-vous avec vous-même, que ce soit du sport, que ce soit de la détente, c'est obligatoire 1 fois par semaine pour votre bien-être. Et moi-même, en tant que consultante en parentalité, quelque chose que je partageais souvent quand je faisais des consultations individuelles, c'est que pour un bon équilibre émotionnel, je vous invite à pleurer 1 à 2 fois par semaine. Que ce soit un film, que ce soit une chanson, que ce soit un livre, n'importe quoi. C'est une décharge. En fait, dans les larmes, ça a été prouvé qu'il y a des hormones de stress qui s'évacuent. Et en fait, tout ce stress qu'on accumule, il est stocké, il est là. Quand on pleure 1 à 2 fois par semaine, ça permet une sorte de rééquilibrage émotionnel et d'être beaucoup plus serein finalement à l'approche des autres. Donc, si vous pleurez face à des films, ne vous retenez pas, lâchez tout, c'est d'autres choses qui sortent. Alors, j'ajoute rire aussi, rire et pleurer, ça va ensemble. Oui, non, mais bien sûr. La thérapie aussi par le rire, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire parce que, bah oui, c'est souvent quand on fait un travail de thérapie du rire, on a les rires qui sont difficiles à sortir, on est gêné, on a du mal, et puis quand on commence à éclater de rire, on finit par un grand soupir et souvent des larmes derrière parce que ça y est, les émotions, elles s'en vont. Exactement. Donc, les deux sont souvent très liés, effectivement. Ce sont 2 excellents moyens de décharger émotionnellement. D'ailleurs, pour les retours d'école parfois difficiles avec les enfants, où il y a la décharge émotionnelle de leur journée à eux, souvent, moi, l'outil que je partage, c'est tout simplement, selon l'âge de votre enfant, bien sûr, mais soit aller en espace naturel si vous avez la possibilité, rivière, plage, peu importe, un parc, n'importe. Mais aussi, tout simplement, on se court après et on fait semblant de s'attraper et on rit. Rien que ça. Le rire, le contact, le moment ensemble, ça peut durer 10 minutes. Tout le monde a évacué sa décharge émotionnelle. On a repassé un moment, on a créé du lien. Et la soirée est beaucoup plus constructive quand on la commence comme ça. Plutôt que de dire, tu ranges ton sac, tu manges ta bouteille, tu fais tes devoirs, etc. On rajoute du stress à eux et à nous. Et c'est vraiment pas constructif, quoi. Donc, Alors oui, effectivement, quand tu me fais penser à quelque chose, j'ai pas mal de parents qui viennent me voir et qui sont assez stressés par les devoirs parce que il y a pas énormément de temps quand on rentre. Les enfants se lèvent tôt et ils se couchent tôt et on travaille certainement souvent tard le soir. On va les chercher après la garderie. Il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer le lendemain. Donc on a un planning assez serré, assez strict et on n'a pas d'échappatoire à ce planning-là. Alors moi, je dirais que je suis une maman complètement imparfaite à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai pas de planning prédéfini. Il y a peut-être des moments où les enfants vont se coucher peut-être un peu tard, mais en tout cas, on aura eu un moment familial assez intense parce que on aura passé un moment agréable où on se sera couché peut-être une demi-heure, 1 heure plus tard que d'habitude, mais on aura joué à un jeu de société, on aura fait une sortie exceptionnelle, on est allé au cinéma, on est allé manger une glace à l'extérieur. Et en fin de compte, la fatigue que l'enfant peut avoir le lendemain n'a rien à voir avec une fatigue nerveuse de stress, de j'ai pas réussi à me coucher parce que j'ai pas réussi ma poésie, j'ai pas réussi à faire ceci, j'ai pas réussi à faire cela. Mais en fin de compte, la poésie, on peut l'apprendre quand on est sur le chemin du cinéma, quand on est à la rivière, on peut, ça marche beaucoup pour les enfants de maternelle, de compter les cailloux, de regarder comment font les pierres quand elles tombent dans l'eau, travailler des matières différentes, mais à l'extérieur, pour sortir vraiment de ce côté école aussi à la maison. Parce que pendant toute la journée, les enfants étaient sur des chaises, à ne pas pouvoir bouger, alors que c'est pas naturel pour un enfant. Je le dis à tout le monde. On a l'impression, on a l'impression que c'est pas normal que l'enfant bouge pendant la classe. Si, parce que le temps d'attention est très court et qu'il va falloir
laisser le temps à l'enfant de bouger. Donc, quand on leur a demandé ça toute la journée, même s'ils ont eu la récréation, qui est souvent assez tronquée parce que un tel a été puni, etc. Donc, les enfants arrivent stressés à la maison. On leur donne à nouveau un planning très stressant. On leur donne à faire les devoirs de façon très stressante et sans échappatoire. Le sommeil, en fait, il n'est pas du tout réparateur. Et plus la semaine va arriver, plus le stress va monter autant pour les enfants que pour les parents. Et c'est insupportable. Oui, parce que tu dis c'est important, remplir le réservoir affectif, c'est bien plus important que de peut-être finir un exercice. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais des cycles, des visioconférences gratuites sur le sujet des devoirs, de la parentalité au sens large. Donc, laissez-moi un petit commentaire et puis je vous enverrai le lien pour les rejoindre. Si dans ce planning-là, on envisage qu'on a passé une journée de travail, on a pris une demi-heure avant de rejoindre les enfants, et ensuite, ça peut être un soir par semaine, par exemple, on se planifie une sortie en famille, où en fait, on va peut-être un peu lâcher sur les devoirs, etc., ou ça peut être un mardi soir aussi, comme ça, il y a le mercredi peut-être pour rattraper, ou le vendredi soir, et d'aller vraiment remplir le réservoir affectif. Moi, il y a autre chose que je voudrais ajouter pour que ça soit possible sur le long terme, c'est d'alléger le planning aussi. Ça n'a rien de vouloir faire trop d'activités périscolaires, ça n'a rien de vouloir faire trop de choses, faisons moins. Financièrement, ça coûtera moins cher. En termes de logistique, d'aller-retour, ça sera plus facile aussi. En termes de fatigue aussi, parce qu'il y a une réalité, c'est que pourquoi les enfants sont très intenses, souvent, parce que plus ils sont fatigués, et plus ils vont être à fleur de peau, ils vont être justement, en besoin perpétuel de sécurité et donc de présence des adultes, quoi. Exactement. Ce qui revient souvent, j'en charge beaucoup d'enfants qui ont du PEPS, c'est que les enfants, en fait, ils ont un planning tellement chargé qu'ils savent plus où donner de la tête, effectivement. Alors, le parent est très stressé parce qu'il y a ce fameux horaire à respecter. Il faut être à l'heure au judo, à la natation, à ceci, à cela. Le but étant que l'enfant soit fatigué à la fin. Sauf que qui est le plus fatigué, ce sont les parents qui ont fait... Alors moi, j'appelle ça les mamans hélicoptères, les papas hélicoptères. En fait, voilà, faites le tri. Moi, je dirais qu'il faut une activité intense sportive parce que ça travaille la motricité, sûr, ça travaille beaucoup de choses. Ça travaille aussi les réflexes archaïques parce que ça, c'est très important. On pourra en parler tout à l'heure. Et puis, il faut une activité calme, une activité où l'enfant va apprendre justement à se poser. Parce que une activité, c'est pas forcément quelque chose qui va bouger dans tous les sens. On peut faire du piano, ça permet de travailler la créativité, ça permet de coordonner les hémisphères du cerveau, ça permet de se concentrer. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la relaxation, ça peut être un sport déjà beaucoup plus doux qui permet de se recentrer. Et ça, c'est très équilibrant pour l'enfant. Ne pas chercher sans arrêt à ce que l'enfant fasse des sports de haut niveau, de la compétition, des choses où on va à fond dans le PEPS parce que l'enfant, il a besoin de se dépenser, certes, mais il a aussi besoin de faire l'inverse. Tout à fait. Là, on va revenir sur les parents, parce que la question à la base, c'était comment, en tant que parent, on peut avoir des moments pour soi au quotidien. Tout à l'heure, donc, on a partagé le fait de prendre rendez-vous avec soi-même, d'avoir au moins un créneau pour soi régulièrement. Je dirais de façon annuelle aussi d'avoir une déconnexion familiale de 3-4 jours, voire une semaine, où vraiment vous partez seul sans enfant. Donc, on s'organise, on les vend, on les donne. Il va falloir organiser un site internet où on prête des enfants. On prête des enfants pour les vacances des parents. Non, blague à part, c'est pas forcément simple, mais c'est toujours possible. Même si vous avez peu de moyens, il y a toujours une possibilité de s'organiser pour avoir quelques jours par an juste pour vous. Vous n'avez pas de charge mentale, pas de charge émotionnelle. Ça, ce sont des choses qui vont profondément vous ressourcer. Il y a un autre point qui est très important aussi, c'est que plus dans notre vie de parents, on n'est pas en phase avec ses valeurs, on n'est pas forcément hyper motivé par son métier, ou on n'est pas bien en fait, on n'est pas totalement qui on veut être. Et ben en fait ça va nous créer un stress, ça va créer des frustrations qui vont aussi se reporter sur l'enfant d'un côté et ajouter avec ce sentiment de jamais être bien. Donc moi je vous invite aussi à vous mettre au centre de votre vie en vous faisant accompagner pour du développement personnel, pour peut-être une reconversion professionnelle, pour peut-être aussi
tout simplement mieux vous comprendre, sans parler forcément de changer de métier, mais ne serait-ce que de mieux vous comprendre, de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes. Et vous allez voir qu'en faisant ça, se mettre au centre de sa vie vous paraîtra non seulement normal, mais même évident. Et vous vous demanderez pourquoi jusqu'à maintenant c'était si difficile et comment vous avez pu faire autrement. Pourquoi j'en suis venue à faire tous ces métiers? Parce que justement, je suis partie de consultante en parentalité, éducatrice Montessori. Je me suis aperçue que les mamans que j'accompagnais, elles n'étaient pas heureuses en tant que mère, parce qu'elles n'étaient pas heureuses en tant que femme. Je les accompagnais en développement personnel. Je me suis aperçue qu'elles n'étaient pas heureuses en tant que femme, parce qu'elles n'étaient pas heureuses dans leur vie professionnelle. Donc je les accompagnais en reconversion professionnelle. Et en fait, c'est tout ça pour vous dire quoi? Qu'en fait, tout est lié. Si vous êtes en stress au quotidien avec votre enfant, dans votre couple, et que vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, c'est parce qu'en fait, dans d'autres sphères de votre vie, professionnelle, peut-être sentimentale ou autre, vous n'êtes pas épanoui non plus. Et prendre soin de soi, prendre, entre guillemets, des vacances pour soi, c'est aussi tout simplement se respecter, se connaître et de dire mes valeurs, mes besoins sont non négociables. Et en fait, pas faire de nous une option. Là, j'imagine que tu en vois plein dans les patientes que tu peux avoir, qui sont toujours en limite de burn-out ou toujours en stress très élevé et un peu en mode, en mode pansement, quoi. Un mode dépassement, parce que là, c'est vraiment un peu trop, mais on va pas prendre le problème à l'origine. C'est ça. La problématique, c'est que beaucoup de gens attendent d'être à la limite du burn-out pour faire quelque chose et attendent une baguette magique. Alors, je me fais masser parce que je suis pas bien sur le moment. Ça va détendre 1 heure, 2 heures, mais ça va pas résoudre le problème de fond. Parce que le problème de fond, il est peut-être familial, il est peut-être professionnel, puis il est peut-être aussi très interne parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses à gérer. Et en fait, c'est une hygiène de vie. S'occuper de soi, c'est une hygiène de vie. Donc, si dans mon planning, je prévois un massage 1 fois par mois, d'aller nager chaque semaine, de faire vraiment quelque chose pour moi, et que j'oublie que la société m'a dit que je dois être à 100% total avec mes enfants, que chacun dans l'univers familial a besoin de son temps pour soi, ça commence déjà à aller beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand je vais rentrer de ma séance chez le coiffeur, parce que ça peut être aussi ça, je serai plus attentive, à mes enfants, mais à mon mari aussi peut-être, et que tout le monde prenne soin de soi, c'est ça les vacances. Ouais. Alors tu parlais tout à l'heure de prendre des vacances en famille, c'est vrai que selon l'âge des enfants, selon comment se passe cet univers familial, ça peut être très compliqué. Parce que on vit à 100 à l'heure, on doit s'occuper tout le temps de tout le monde, il y a plus de repas, il y a plus de ménage, il y a plus de sorties, donc ça peut paraître très très stressant. Mais en fait, programmer comment se passent les vacances, peut-être que ça peut être des vacances zen, où on a prévu dans ces vacances-là qu'il y ait une nounou, ou qu'il y ait des activités spécifiques pour les enfants, pour laisser aux parents le temps de se retrouver aussi. C'est tout à fait possible de les inscrire à certaines activités, de passer une journée entière complètement séparée et de se retrouver à la fin de la journée. Par exemple, je sais qu'il y a des hôtels qui ont des formules comme ça, all inclusive, où là, non seulement le repas est préparé, et puis il y a un centre d'activité pour les enfants, et en fait, on déjeune ensemble le matin, chacun fait sa vie, et on se retrouve le soir, et puis en fait, on a vraiment zéro charge mentale, donc ça peut être des formules comme ça aussi. Exactement. Moi, tout à l'heure, je parlais justement de moments de vacances où on est seul, sans famille. Oui, il faut en prévoir aussi. Alors moi, je dis souvent, c'est surtout au couple, parce que à force d'être ensemble, on est d'abord un couple avant d'avoir des enfants. Et quand on a des enfants, on s'oublie. On oublie que il y a le charme qui doit se mettre en place. On doit se voir à deux. On doit se voir vraiment à des moments particuliers où on pense plus à être parent. On pense à être soi-même. Il faut arrêter de penser que on doit tout gérer tout le temps. Tout à fait. Il faut s'oublier complètement et être à 100% qui on est sans ce qu'il y a autour, en fait. Ouais, c'est sûr. Il y a aussi autre chose qui est important et dont je pense, on ne prend pas suffisamment conscience, c'est que quand on est complètement dédié à nos enfants, à notre mari, je parle en tant que femme, mais vice-versa, ça revient au même, si le mari est complètement dédié à sa femme et ses enfants, on transmet aussi le message à nos enfants que quand on devient parent, on s'oublie soi-même. Et il y a aussi souvent un bagage transgénérationnel.
nos mamans ou nos papas ont fait comme ça, donc je fais pareil, parce que c'est ce qu'on m'a appris en fait, que quand on devient parent, on s'oublie. Mais il faut casser ça. On peut être parent sans s'oublier. Les deux ne sont pas incompatibles, je vous assure. Moi, je suis maman, je suis professeur, j'ai 3 entreprises, je fais plein d'activités et j'ai quand même du temps pour moi en tant que femme. Et certes, il faut naviguer bien tout ça, ça s'apprend. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, il y a des loupés, il y a des moments où... Mais en tout cas, c'est possible et c'est même hyper important que, en devenant mère, on continue à être femme. On continue à être épouse dans le rôle, hein, même si c'est pas marié, ça revient au même. On continue aussi à être professionnelle. Des fois, je vois des mamans qui mettent leur vie professionnelle entre parenthèses pour se dédier aux enfants. Pourquoi pas, en fait? C'est un moment, effectivement, où on va profiter du temps ensemble, mais ne vous oubliez pas. Parce que quand l'enfant aura 18 ans de coupure professionnelle, c'est énorme. Et après, repartir quand l'enfant il a quitté le nid, comme on dit, c'est pas si évident non plus. Donc, penser aux autres et s'investir en son rôle de maman ou de papa, oui, mais ne vous oubliez pas. Et vice-versa. Quand on est parent, évidemment qu'on ne peut plus avoir la vie qu'on a avant. On en est d'accord qu'on n'est pas dans les extrêmes. C'est vraiment le juste équilibre qu'il faut arriver à trouver, quoi. Tout à fait. Je pense qu'il faut accepter ce qui vient. Il faut accepter la vie de tous les jours qui n'est pas forcément rythmée comme une horloge et d'avoir des couacs dans chaque journée et que ces couacs soient plutôt des moments de bonheur, en fait, finalement. On n'a pas réussi à faire le planning qu'on avait géré, il y a eu un imprévu, il y a eu quelque chose, c'est pas grave, on y va, tu seras fatigué demain un petit peu, mais bon, tout va bien. Ne pas stresser, en fait, ça. C'est facile à dire de pas stresser, mais c'est juste une façon de voir les choses. Plus on va voir les choses de façon négative, et plus il va y avoir des catastrophes, des choses qui vont arriver, des entraves à notre bonheur, en fait, tout simplement. Donc, chaque petite chose qui se passe est quelque chose de sympa. Alors, Elisa, pour les mamans qui sont, ou les papas d'ailleurs, les parents, on va dire plutôt, qui sont stressés ou qui ont tendance à se mettre en colère, est-ce que tu aurais des petites astuces qu'ils pourraient intégrer dans leur quotidien, le matin, le soir, peu importe, pour justement faire redescendre cette pression émotionnelle, pour leur faire un moment de bien-être aussi? Est-ce que tu aurais un petit rituel de 5 minutes? 5 minutes, il y a 1440 minutes par jour. Donc 5 minutes, pour tout le monde, c'est possible. 5 minutes, c'est possible. Pas de blague. Alors oui, j'ai un exercice que je fais tous les matins qui me permet de me sentir toujours de bonne humeur, toujours souriante. Bon, c'est mon caractère aussi, mais ça aide beaucoup, surtout quand on est fatigué, stressé. Ça s'appelle l'étirement de la joie. D'accord. Alors je vais vous montrer ça. On va croiser les doigts, on va redresser complètement le dos. Je vais inspirer en montant les bras. J'expire, je ramène les mains vers moi. Inspire, j'étire devant. Expire, je reviens. Et inspire, j'étire avec un grand sourire. Et je ramène. Alors, on va se mettre des phrases positives avec ces gestes. Les phrases positives vont permettre de programmer le cerveau. Donc, on y va en inspirant. Je me sens bien. Expire. Inspire, j'ai confiance en la vie. Expire. Inspire, je suis heureuse de vivre. Et je relâche. Puis on prend un petit moment pour respirer tranquillement, pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce qu'à ce moment-là, juste le fait d'aller ouvrir les bras, ça permet de déclencher des hormones de bonheur. Donc pour démarrer la journée, c'est assez sympathique. Génial. Alors moi, j'ajouterai une petite info neuroscience qui va faire du bien à tout le monde. On a souvent tendance à penser que l'émotion crée la réaction physiologique. Je suis content, donc je souris. Et bien en fait, c'est faux. C'est la réaction physiologique qui déclenche l'émotion. Donc, si vous avez un coup de mou, si vous êtes triste, si vous êtes stressé, souriez, forcez-vous à sourire. Et c'est ça qui va déclencher l'émotion, parce que c'est ce geste qui va dans votre cerveau déclencher l'arrivée hormonale et donc vous apporter ce bien-être et cette émotion. Donc oui, c'est la posture que nous avons dans notre corps, les gestes que nous décidons de faire volontairement qui vont générer nos émotions. Si on est sans cesse
avachis, les sourcils froncés, et ben en fait, on va être facilement en colère, facilement stressé ou triste. Alors que on redresse le torse, on se force à sourire, même s'il y a des moments difficiles. Hein, et comme disait Elisa, on peut ouvrir les bras. Ça va déclencher toute une flopée d'hormones qui vont vous amener plus de joie dans votre quotidien. Exactement. Et puis, deuxième chose très très importante, c'est penser à respirer. Parce qu'en fait, plus on va stresser, moins on va oxygéner son cerveau. Et plus le cerveau sera en manque d'oxygène et plus ça va générer pas mal d'ombre, on va dire, dans notre bien-être. Donc, pensez à respirer quel que soit ce qui se passe. Si vous commencez à avoir une émotion, n'attendez pas d'être dans votre émotion pour la faire partir, en fait. Pratiquez régulièrement la concentration sur la respiration du ventre. On a ce qu'on appelle la cohérence cardiaque qui est très, très intéressante pour justement abaisser le niveau de stress. Tu peux nous donner un exemple de cohérence cardiaque? Tu peux nous montrer comment ça se passe? Alors, on peut travailler sur un rythme de 4 temps. Compter 4 temps, j'inspire en comptant 4. J'inspire 1, 2, 3, 4. Et expire 1, 2, 3, 4. Et on continue sur le rythme très lentement, tranquillement, en inspirant et en expirant doucement. Et plus je vais retenir ma respiration, plus je vais allonger la respiration, et plus en fait on va s'apaiser et penser à autre chose. Il me semble qu'il y a des applications aussi qui permettent de guider la cohérence cardiaque. Il y a différents rythmes. Donc il y a des applications, cherchez cohérence cardiaque, vous mettez ça le matin 5 minutes, vous faites un étirement de la joie, ça dure 1 minute. Hein. Exactement. On rappelle les 2 phrases. La première phrase, je me sens bien. Je me sens bien. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en la vie. Et je suis heureuse de vivre. Ah, il y avait 3 phrases, pardon. Je suis heureuse de vivre. Ou heureux, vous adaptez homme ou femme, bien sûr. D'accord. Donc ça dure 1 minute. La cohérence cardiaque, il faut la faire pendant combien de temps pour qu'elle ait un minimum d'efficacité? Alors, la cohérence cardiaque, effectivement, 5 minutes, c'est une bonne chose. Maintenant, on fait ce qu'on peut. D'accord. Même si on la fait 2 minutes, c'est mieux que rien. Plus on va avoir l'habitude de le faire et plus ça va s'ancrer, en fait. Le cerveau, il a pris cette habitude de ce moment de bien-être. Donc, à partir du moment où on va commencer à respirer, tout de suite, le bien-être va se mettre en place. Mais c'est une habitude à créer. D'accord. Très bien. Donc, vous voyez, en 5 minutes, vous pouvez tout à fait vous créer un mini rituel qui va vous ressourcer vraiment pour toute la journée et pas avoir l'impression d'être en apnée, en survie jusqu'au week-end, jusqu'aux vacances et d'être toujours dans ce système un peu de survie, parce que c'est un peu ça quand même qui se passe. Est-ce qu'il y a aussi des petites techniques d'automassage que tu pourrais nous montrer pour justement se détendre, apaiser des tensions, libérer des débuts de migraine ou si on est en colère ou des choses comme ça? Exactement. Alors en automassage, on va beaucoup masser le visage ou les mains ou les pieds si on peut. Alors en travaillant sur le visage, on peut travailler sur le front ici. Alors, on fait souvent quand on a mal à la tête, on a cette barre ici. Ouais. En fait, on va appuyer sur la zone du milieu du front assez fortement et on va frotter. D'accord. Et on va aller masser le front, aller lisser les yeux, lisser le front et aller travailler sur les tempes. C'est vrai que ça détend tout de suite. Alors, pensez à respirer pendant ces moments-là, quel que soit le massage que vous faites, en fait. Vous allez travailler le stress. Alors, je voudrais rajouter quand même un point qui est très important en médecine chinoise. On a un point qui se passe à ce niveau-là, qui va travailler sur toutes les émotions fortes, sur la colère. Alors, ça va pas empêcher la colère, mais ça va permettre de revenir à un moment de calme, à rééquilibrer un petit peu nos énergies intérieures. Voilà, quand on est sous colère, on a du mal à descendre. Ouais. Donc on va aller appuyer un petit peu sur ce point qui s'appelle en chinois hegu, pardon pour l'articulation, je suis pas chinoise du tout, mais en tout cas voilà. c'est pas du tout. Donc on a un os ici, puis on a un os ici. À la rencontre de ces 2 os, on a un petit creux. Et on va aller placer le pouce à cet endroit-là. Et puis de l'autre côté, on va profiter pour aller travailler un autre point en même temps. Et on va appuyer assez fortement ici. On peut ressentir un peu comme une piqûre d'aiguille. Donc si ça fait mal, c'est bon signe? C'est bon signe. C'est bon signe. Donc on se détend, on ferme les yeux, on relâche les épaules et on appuie assez fortement en respirant tranquillement. Alors on peut rester appuyé au moins 1 minute ou bien le masser comme ça.
Accessoirement, ça sert aussi quand on est chez le dentiste, qu'on est un petit peu stressé. Quand on fait travailler ce côté-là, on va aller travailler ce côté-là. On va aller travailler l'autre côté si on est stressé de l'autre côté. Donc, ce sont 2 points qu'on peut travailler régulièrement quand on est au travail, quand on est dans une situation où on n'est pas à l'aise. Ça permet d'apaiser les choses et d'être bien plus à l'aise dans son corps. D'accord. Donc, je récapitule le petit rituel qui fait du bien quand on est parent et qu'on veut prendre du moment pour soi régulièrement. Le matin, 5 minutes, vous vous programmez un étirement de la joie, une petite cohérence cardiaque de 2 minutes, et puis on masse Eugou. Exactement, Eugou, pas les égouts, Eugou. Eugou pendant 1 minute, et voilà, on a eu 5 minutes pour nous, et rien que ça nous permet de partir déjà sur des bonnes bases au quotidien. Si après il y a vraiment quelque chose de plus profond, comme on a vu, vraiment, allez-y, remettez-vous en question, faites-vous accompagner, coacher, et comprenez-vous, faites-vous une vie professionnelle aussi dans laquelle vous vous épanouissez, parce qu'on sait que c'est une grosse source de stress quand c'est pas forcément en cohérence avec notre vision de la vie ou nos valeurs ou autres. Et puis, c'est vrai qu'on a vu, au niveau des enfants, on va favoriser l'autonomie, on va diminuer aussi le nombre d'activités pour pas être tout le temps en train de courir ou tout le temps d'être dans la surfatigue, en fait, pour eux, pour nous. Et c'est vrai qu'une fois par an, on va essayer de se planifier. Alors, seul déjà des vacances, on n'a rien à penser. Et puis, comme on disait, en famille, si les vacances en famille vous pèsent, on peut aussi organiser des vacances en famille où on se débarrasse de cette charge mentale. On peut aller dans des hôtels, dans des croisières, chez la belle-mère, si vous n'avez pas peur de la cohabitation, ça peut être aussi, non mais blague à part, ça peut être aussi dans la famille. Tout à fait. Quelque chose à plusieurs, où cette charge, elle va se répartir. C'était une petite blague, mais elle va se répartir entre les différents adultes qui sont présents aussi. En tout cas, c'est trouver les moyens pour que ce soit plus facile. C'est ça. Et s'en donner les moyens. Ouais. Parce que tout de suite se dire, oh là là, les vacances arrivent, ça va être horrible, ça va être stressant. Oui, ça va être stressant puisqu'on l'a programmé. Bien sûr. Donc, on déprogramme tout ça. On se dit que tout est facile, que tout est light. Ça va bien se passer. Oui, effectivement. Ce que tu rappelles, c'est très important. C'est que plus nous, on dit, ça va être dur, ça va être fatigant, je vais rentrer épuisée. Et en fait, on est des prophéties autoréalisatrices. On va se donner raison, quoi. Alors que si on part déjà en disant, cette année, je fais en sorte que ça va bien se passer, on va tous être détendus, on va profiter ensemble, on aura du temps chacun pour soi et tous ensemble. Déjà, on a une programmation cérébrale qui va aller vers ça. On peut même, à la limite, envisager, avant les vacances, que chacun écrive son objectif de vacances. Tout à fait. Et qu'on le garde affiché, qu'on puisse le relire en disant... Voilà, lui, c'était ça son objectif de vacances. Alors peut-être que l'enfant de 13 ans, son objectif, ça va passer 4 heures par jour devant des écrans. C'est les vacances. On va faire attention. On peut lâcher peut-être par rapport à l'habitude, mais tout en entendant son besoin de peut-être plus passer du temps sur les jeux. On est d'accord, c'est toujours une histoire d'équilibre à trouver. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est propre à chacun. Et puis aussi, moi, c'est vrai que depuis que je suis maman, j'ai beaucoup évolué là-dessus. Et je me suis rendu compte que maintenant que je n'envisage plus mes vacances en même temps que celles de mes enfants, c'est-à-dire que les vacances avec mes enfants, je m'occupe des enfants, je m'occupe du côté gestion, etc. Mais mes vacances à moi en tant que femme, c'est un autre moment dans l'année. Un moment où je ne suis ni maman, ni épouse, ni rien. Je me fais totalement, moi, dorloter où je déconnecte complètement. Donc c'est aussi pas se mettre en concurrence dans nos besoins en même temps. Évidemment, les enfants, si votre enfant il a 3 ans, n'attendez pas à ce qu'il s'occupe tout seul une journée entière pour que vous puissiez décompresser. On est d'accord. Tout à fait, tout est question d'âge des enfants. Voilà, plus vous allez prendre l'habitude de montrer que vous avez besoin aussi de vous reposer, et plus les enfants vont respecter votre besoin. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 ados, et je vous avoue que pendant les vacances, chacun fait sa vie. Donc oui, il y a des repas familiaux de temps en temps, mais en règle générale, chacun se lève quand il veut, chacun s'auto-suffit. Et c'est ça, les vraies vacances. C'est ça. C'est-à-dire on peut être ensemble sans être forcément une charge les uns pour les autres. Exactement. Tout à fait. Merci pour ce partage. C'est vrai que c'est encourageant de dire que oui, même avec des ados, qui parfois ça peut être des situations... Moi, je le vois quand je fais des conférences sur la parentalité des ados. Les témoignages des parents, la plupart du temps, c'est beaucoup de disputes, toujours à devoir contrôler, toujours énormément de stress, en fait. Alors que non.
c'est possible aussi d'avoir cet équilibre quand chacun est respecté dans ses besoins et dans son rythme et qu'on ne va pas venir empiéter sur justement les besoins des autres. Exactement, surtout pour un ado. Et surtout pour un ado, oui, qui est en train de se construire par lui-même, par ses expériences, par tout ça. Je rappelle souvent dans ces conférences que, en fait, l'adolescence, elle est marquée, elle est caractérisée par le besoin de l'enfant. C'est énorme, vous êtes peut-être asseyez-vous. Le besoin de l'enfant de passer 72% de son temps hors cellule familiale. C'est énormissime. C'est pour ça que la plupart du temps, les enfants vont se réfugier derrière les écrans, parce que c'est une façon d'échapper à l'environnement familial, ou qu'ils vont être tout le temps avec des copains, etc. Parce que c'est la façon dont ils vont avoir besoin de se construire. Donc, si on impose notre présence alors qu'eux n'en ont plus besoin, en tout cas à cet instant-là, forcément, ils vont fuir d'une façon ou d'une autre. La base d'un ado, c'est de se détacher du foyer familial. Donc, il faut être prêt à lâcher prise et à se prendre des vacances à ce moment-là. Exactement. C'est le meilleur moment, en fait. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Et c'est vrai que plus on s'est mis au centre de sa vie avant qu'il soit ado et qu'on avait l'habitude de dire que notre bien-être et nos valeurs ne sont pas une option, et plus quand on arrive à l'adolescence, on ne reporte pas sur eux notre bien-être non plus. Notre épanouissement ne passe pas par l'épanouissement de notre enfant. Bien sûr que c'est toujours réjouissant de voir son enfant bien, d'accord, mais ça ne doit pas être la cause de notre bonheur ou de notre malheur. Il y a quand même un équilibre à trouver à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que bon, il va se développer et je vais lui faire confiance parce que je sais que j'ai mis les bonnes bases. Et puis nous aussi, on va leur montrer que en prenant soin de nous, on leur montre aussi ce chemin de l'importance de prendre soin de soi. Tout à l'heure, on disait, oui, respecter ses besoins. Mais quand vous imposez aux autres que vos besoins ne sont pas une option, vous leur montrez aussi, de la même occasion, que les leurs non plus ne sont pas des options. Et quand on écoute ses besoins, on est toujours plus à même de prendre en compte ceux des autres. Donc, c'est sûr que ça n'a rien d'égoïste. Barrez ça. Il faut juste apprendre à écouter l'autre. Ça, c'est un projet. Mais pour pouvoir le faire, il faut d'abord s'écouter soi. Aussi. Alors, c'est vrai que cette culpabilité, c'est quelque chose qui revient très souvent en tant que parent. Il y a quelque chose que vous avez fait ou qu'il y a quelque chose, quand vous faites une action dans votre parentalité, vous vous sentez coupable, prenez ce petit morceau de culpabilité et gardez-le en vous transmettant le signal que si je me sens coupable par rapport à ça, c'est que je ne veux plus que ça se reproduise. Donc, posez des actions et jetez la culpabilité. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est aussi en disant qu'est-ce que c'est venu réveiller en moi, cette situation? Qu'est-ce qui fait que je me sens coupable? Est-ce que c'est justifié parce que ce n'est pas en cohérence avec le parent que je veux être? Ou au contraire, je veux être ce parent, mais je me sens coupable parce qu'on m'a dit que être parent, c'était autrement. Il peut y avoir les deux côtés. Donc, allez aussi un peu explorer ce modèle familial qu'on a pu vous transmettre, qui a pu un schéma, en fait, qui n'est pas forcément en accord avec le parent que vous voulez être aujourd'hui. J'imagine que tu as un peu des situations comme ça dans les enfants que tu accompagnes en relaxation et autres. Moi, j'ai beaucoup de familles qui ne savent plus se retrouver, qui n'ont plus de lien parce que soit on a pensé trop à l'enfant, soit on a pensé trop en tant que parent individuel, et effectivement, ça crée des déséquilibres. Bon, la plupart du temps, c'est surtout parce qu'on a beaucoup couvé nos enfants. Et ça, c'est tout à fait naturel, mais ça dénote un manque de développement personnel intense. Ça demande de travailler ses émotions personnelles avant de les retranscrire sur ses enfants. Et donc, moi, je propose toujours de travailler en famille. On a d'un côté les parents, de l'autre côté les enfants, les ados, mais on a aussi la possibilité de travailler ensemble et justement d'avoir des activités communes. Comme quoi, par exemple? On pourrait faire quoi, par exemple, en famille, ensemble, pour justement restaurer ce lien? Alors, il y a pour des moins de 10 ans, par exemple. Pour des moins de 10 ans, donc il y a des ateliers parents-enfants de méthode éducative 3C et réflexes archaïques, où on va travailler pas mal d'exercices de relaxation, de détente, où on va aller bouger un petit peu de façon différente, retrouver le regard entre les parents et les enfants et pouvoir passer ce moment on va dire, de réinitialisation. Parce que tout le monde a besoin de retrouver certains gestes d'amour. Souvent, tu parles de 10 ans, mais effectivement, à partir de 10 ans,
on a du mal à retrouver son enfant, puisque l'enfant se sépare de plus en plus de nous. Donc, le faire le plus tôt possible depuis la maternelle, entretenir des activités communes autour de ces moments de bien-être et de détente, comme les massages bébés, par exemple. On va entretenir un lien familial intense. Et là, le bien-être est le rendez-vous. Génial. Et pour les ados, du coup ? Bon, les ados n'ont pas envie de passer du temps en famille. Est-ce que c'est encore possible ? C'est encore possible. Alors, les ados, ils ont besoin du soutien des parents dans le sens où ils ont besoin d'être poussés. Parce qu'ils vont toujours être dans l'affrontement. Non, j'ai pas envie d'y aller. Non, c'est pas bon pour moi. Et puis, en fin de compte, moi, quand je les ai en face de moi et qu'ils sont en relaxation avec moi, ils me disent, mais ça m'a fait trop du bien. J'ai envie de revenir. Et puis, j'ai le parent qui me dit, mais je comprends pas, il veut pas revenir. Mais il y a une incompréhension des deux, en fait. J'ai un ado aussi, hein, moi aussi, il a des cours depuis qu'il a 3 ans. Donc, c'est un peu compliqué quand je lui dis, viens, il y a méthode 3C, il y a relaxation, il y a ceci, il y a cela. Donc, il part toujours avec la jambe qui traîne, mais je sais que c'est ce moment de coup de pouce dont il a besoin. Donc, on y va avec bonne humeur, je suis positive, je reste positive et je lui communique ma positivité. Du coup, à la fin, c'est un câlin parce que, merci, je suis sortie de mon jeu vidéo et c'est ce dont j'avais besoin. Ouais. Et ce sont les parents qui savent quels sont les besoins de leurs enfants. Dans une certaine mesure, mais oui, globalement, après, il y a des fois des besoins qui peuvent, à l'adolescence, être moins facilement identifiables, quand même. C'est jamais identifiable pour les ados puisqu'ils sont en reconstruction. Oui. Ils croient avoir besoin de certaines choses alors qu'en fait, ils veulent autre chose. C'est assez ambigu. Et oui, non, c'est pas tout ce qu'il y a dans leur tête, c'est vrai. C'est mais du point de vue de leur bien-être, il faut les pousser à ça parce qu'ils vont pas aller forcément dedans. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait de l'importance de passer du temps ensemble. Donc ça, tout le monde le répète, etc., bien sûr. Mais ce que j'ai envie de dire, moi, par rapport à ces moments, c'est que au-delà de passer du temps ensemble, ça montre aussi à l'enfant que on fait tous une démarche pour être bien et c'est pas encore lui qui doit faire des efforts. Moi, je trouve que ce message-là, il est important aussi. C'est pas encore toi, va faire ça parce que tu es trop agité ou parce que tu es trop ci ou pas assez cela. Et c'est de dire non, l'idée, c'est pas de trouver des responsables, mais c'est de trouver des solutions. Et je trouve qu'en faisant ce genre d'activité, de méthode 3C ou de relaxation ou même du sport en famille, le message n'est pas le même. C'est de dire ensemble, on va faire en sorte de se sentir tous mieux. Exactement. Et ça, je trouve que l'approche, déjà, elle n'est pas forcément la même. C'est pas, on se sent pas coupable, mais on dit, on est ensemble, on se serre les coudes, parce que, en fait, les enfants, ils n'ont pas forcément conscience, et c'est important de leur rappeler, je trouve. Moi, en tout cas, en tant que consultante en parentalité, c'est quelque chose que j'invite souvent les parents à faire, de se rappeler que eux, ils apprennent à être enfants, mais nous, on apprend à être parents. À chaque étape, c'est différent, et en fait, c'est nouveau, et en fait, il n'y a pas d'école, et en fait, on a... c'est ça, parce que chaque enfant est différent, chaque parent est différent, on a nos façons de vivre de manière différente, donc juste acceptez-vous comme vous êtes. Oui, non, mais et rappeler à l'enfant que nous aussi, on apprend à être parents. Donc oui, on fait des erreurs, et que nous aussi, on a envie de faire de notre mieux, mais que des fois, on est maladroit, parce qu'on est comme on est humain, et que dire, mais par contre, si on est ensemble, si on forme une équipe, je sais qu'on va y arriver. Toi, à te développer pour être l'adulte que tu veux être, et moi, être le parent que je veux. Et la démarche, je trouve qu'elle est totalement différente. On se place au même niveau. Et on n'est pas supérieur, on n'est pas dans une relation ascendante. Tu fais parce que j'ai décidé, parce que je suis ton parent. Non, on est tout le temps en évolution, en apprentissage. Et les erreurs sont le fondement de l'apprentissage. Tout en restant ferme et structuré. Mais ça n'empêche pas. Vraiment, ça c'est très important parce qu'effectivement, quand on peut avoir du tout au tout, on peut avoir des parents qui vont obéir complètement à leur ado, à leur enfant. C'est pas ça l'idée. Hein. Et du coup, on va passer à côté de beaucoup de choses et plus l'enfant va grandir et plus ça va être compliqué. Donc n'oubliez surtout pas, même en écoutant vos enfants, en écoutant leurs besoins, de savoir que vous aussi vous connaissez leurs besoins et d'aller quand même placer la structure et les règles autour de ça. Oui, parce que en tant qu'adulte, c'est sûr qu'on a un recul que eux n'ont pas forcément sur l'impact des choses, les conséquences. On est entièrement d'accord. Mais de rappeler aussi cette humilité qu'on a tendance à un peu oublier en tant que parent. En fait, non, on ne sait pas plus. On sait certaines choses, mais en tant que parent, on apprend aussi. Et que l'enfant se rappelle que nous aussi, on apprend. Mais je trouve que ça change l'équilibre de la relation. Et c'est souvent très constructif, justement, de dire
bon, moi, j'arrive pas à mieux gérer ma colère ou à me déstresser, etc. Je vois que pour toi, c'est dur aussi lors des examens, le stress. Ben, j'ai vu ce truc, ça te dit, on y va ensemble. Et en fait, tous les deux, on est dans la dynamique de faire évoluer, voilà. Souvent, moi, j'ai des parents qui me demandent comment aider mon enfant à sortir de l'addiction aux jeux vidéo. Moi, ça me bouffe, on se dispute, etc. Ça me stresse tout le temps. Dire, ben, qu'est-ce que toi, adulte, parent, tu pourrais aussi arrêter? Comment ça, je comprends pas. Mais par exemple, si tu fumes, propose à ton enfant de diminuer son temps d'écran et tu diminues ton nombre de cigarettes. Le challenge, il est au deux niveaux. Dire, on ne demande pas à un enfant de relever un challenge que nous-mêmes, on n'est pas capable de relever. Parce que souvent, concernant les écrans, les parents passent autant de temps que les enfants dessus. Sur les téléphones. Voilà, sur les téléphones. Mais on est beaucoup sur les téléphones. On est beaucoup dessus et on a beau justifier, mais c'est pour ci, c'est pour le travail, c'est pour ça. On est quand même dessus. Et le message que ça transmet, c'est qu'on est dessus. Donc forcément, on ne comprennent pas. Donc, tout ça pour dire que prendre soin de soi, c'est aussi remettre chacun à sa... Enfin, définir la place de chacun dans la famille et les limites de ne pas empiéter sur les besoins les uns des autres, sur aussi les besoins et puis le rythme, quoi, le développement, la personnalité aussi, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. J'aimerais rajouter, on est en période de rentrée, privilégier un planning où tout le monde y trouve son compte, et pas uniquement les enfants. C'est pas parce que c'est mercredi que c'est la journée des enfants et que nous on peut pas faire d'activités non plus. Essayer d'avoir des activités qui peuvent être ensemble, par exemple, ou s'il y a des heures de natation, par exemple, où l'enfant peut travailler la natation, bah, peut-être qu'à côté il y a une activité qu'on peut faire. Bien sûr. Au niveau des horaires aussi, il faut faire comprendre à l'enfant qu'il n'y a pas que lui et que ce jour-là, on ne pourra pas aller à la danse parce que moi, j'ai un cours d'aéro-yoga chez Elisa. D'aéro-yoga, par exemple. Voilà, donc c'est savoir que le parent aussi a besoin de l'activité et que l'enfant doit savoir que ce moment-là, c'est pas négociable. Bien sûr. Donc c'est ça, ne pas se sacrifier au nom de ses enfants parce que de manière c'est jamais bon sur le long terme, mais ne pas non plus les sacrifier au nom de nous. Tout à fait. Toujours un équilibre. Il y a un outil que je peux vous partager pour mettre en place tout ça, ce sont des TEF, les temps d'échange en famille, où en fait en amont des conflits, de tout ça, on va définir les règles de fonctionnement, l'équilibre de chacun, les besoins, les émotions, et en parler calmement en amont des problèmes. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut définir quels sont mes temps pour moi, les temps pour toi, les temps ensemble. C'est aussi définir les limites des valeurs, des choses non négociables en termes de sécurité, de respect, je ne sais quoi. Et comme ça, en amont, on est tous acteurs de la vie de famille. Et en fait, quand on est dans un état comme ça, on est beaucoup moins sous le stress. Et du coup, ce besoin de vacances, il va être peut-être moins intense aussi parce qu'on est moins en survie émotionnelle constante. Tout à fait. Voilà. Pour Elisa, un petit rappel des gens où ils peuvent te trouver, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi, pourquoi on fait appel à toi. Un petit rappel déjà où on peut te contacter. D'accord, donc on peut me contacter, donc je suis sur Saint-Joseph, vous pouvez taper Bulle d'éveil sur internet, vous allez trouver Bulle d'éveil Martinique. Et puis vous pouvez me contacter pour soit des massages, soit de la relaxation pour les adultes, pour les enfants, du yoga aérien, et encore plein d'autres choses au niveau du bien-être. Allez juste visiter le site et vous aurez toutes les informations. Eh bien, génial, merci beaucoup. Un petit mot de la fin à tous les parents qui nous regardent, ça serait quoi? Ce serait prenez du temps pour vous. Vous n'êtes pas parent, vous êtes avant tout un humain, avant tout une personne qui vit et qui a besoin de beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de belles choses pour vivre une jolie vie. Donc ne vous oubliez pas et soyez pleinement vous-même. Voilà. Formidable, merci beaucoup Elisa. Merci à tous. Si vous avez des questions, des témoignages, des réactions par rapport à cette émission, est-ce que vous, parents aussi, avez l'impression de ne jamais être en vacances? Appliquez toutes les petites astuces qu'on vous a partagées pendant cette émission. Donc, votre étirement de la joie, votre cohérence cardiaque, les petits automassages, planifier des vacances, planifier du temps pour vous. Et vous allez voir que vous serez moins en survie constante et du coup moins en concurrence avec les besoins de vos enfants et du coup un parent beaucoup plus serein. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup, bonne fin de journée à tous et puis à bientôt. À bientôt.